Aujourd'hui, l'Idaho est là. Un état simple, pas vraiment très pertinent. C'est le 14e plus grand, avec 83 000 km², mais seulement le 38e plus peuplé, avec 1,9 million d'habitants. Son drapeau est très ennuyeux, suivant la terrible tendance de simplement mettre le sceau de l'État sur un fond bleu. Et à première vue, la seule chose intéressante à son sujet, c'est sa forme, avec sa bande verticale coincée entre le Montana et l'État de Washington, ce qui le rend différent des États voisins, qui sont de forme rectangulaire. Mais si l'Idaho était plus que ça, et si un grand Idaho existait? Vous voyez, ces dernières années, un mouvement a été créé pour atteindre cet objectif d'un État de l'Idaho élargi, qui annexerait au moins l'Est de l'Oregon. Si les objectifs des plus idéalistes et radicaux étaient atteints, le grand Idaho pourrait même ressembler à ceci, annexant les 3/4 de l'Oregon, ainsi qu'une partie du nord de la Californie. Alors, qu'est-ce que ce mouvement? Pourquoi a-t-il été créé? Que veut-il réellement? Et y a-t-il une réelle possibilité que cela se produise? De plus, si cela arrivait, à quoi ressemblerait ce nouvel État du grand Idaho? C'est de cela que parle cette vidéo. Ce qui est le plus étrange dans ce mouvement, c'est qu'il ne semble pas provenir de l'Idaho lui-même. Ce ne sont pas les habitants de l'Idaho, ni les responsables gouvernementaux de leur capitale, Boise, qui ont un désir expansionniste fou. Cependant, dans un sondage de 2021, 51% des habitants de l'Idaho ont déclaré qu'ils étaient en faveur de cela, avec 14% indécis. Mais non, cela vient de l'extérieur. Tout cela est lié à la division entre les zones urbaines et rurales, qui est courante dans presque tous les États, les centres urbains étant plus libéraux, tandis que les campagnes sont plus conservatrices. C'est la même raison qui pousse l'intérieur de la Californie à vouloir se séparer pour devenir son propre État, sauf qu'ici, ils ne veulent pas se séparer, mais plutôt rejoindre un voisin qu'ils pensent correspondre davantage à leurs idéaux. Tout commence dans l'un des voisins occidentaux de l'Idaho, l'Oregon. L'Est, ou l'intérieur de l'Oregon, est une région relativement rurale et majoritairement conservatrice, surtout comparée aux zones urbaines occidentales plus peuplées, modérées à libérales, qui détiennent la majorité à l'Assemblée législative de l'Oregon. Ces habitants de l'Oregon ne se sentent pas représentés. La gouverneure de l'Oregon, Tina Kotek, a même reconnu ce sentiment, et le mouvement lui-même, en 2023, en déclarant « Je pense qu'il y a beaucoup d'Orégoniens qui sont frustrés et ne se sentent pas entendus. » Je pense que c'est bien de cela qu'il s'agit dans ce mouvement. En mettant de côté le fait que leur frustration vient du désaccord avec le concept de démocratie représentative, dans laquelle plus de personnes signifie plus de représentation, et la compréhension que ce ne sont pas les terres qui votent, mais les gens, cela semble être l'origine du problème. Et après tout, si nous devons défendre le droit à l'autodétermination, alors ces personnes pourraient être autorisées à choisir à quel État elles veulent appartenir. L'Idaho est globalement assez conservateur comparé à l'Oregon. Pour te donner une idée, parmi tous les hauts responsables du gouvernement de l'Idaho, ils sont tous républicains en ce moment. En fait, ils sont tous républicains depuis 1999. Les seules exceptions sont le surintendant des transports publics pour un mandat et 2 années, où un démocrate a remporté une élection de représentant à la Chambre. Les républicains ont également une majorité durable au Sénat de l'État et à la Chambre des représentants de l'État. D'un autre côté, dans l'Oregon, c'est presque l'inverse qui se produit depuis 2009, que seuls 2 responsables ont été républicains, avec des majorités démocrates au Sénat et à la Chambre de l'État. Et cela a poussé certains conservateurs de l'Est de l'Oregon à militer pour déplacer la frontière et se rattacher à leurs voisins de l'Est. Et ce n'est pas seulement de la mesquinerie de ne pas vouloir être gouverné par un parti différent du vôtre, c'est l'effet direct que cela a sur la législation. Parce qu'un certain nombre de lois d'État diffèrent radicalement entre l'Oregon et l'Idaho. Notamment en ce qui concerne les impôts et les salaires minimums, les habitants ruraux de l'Oregon ont aussi le sentiment que le gouvernement n'investit pas et ne dépense pas assez dans leur région, pensant que celui de l'Idaho le ferait peut-être. Sur le site web du Mouvement pour un grand Idaho, vous pouvez trouver certains des prospectus qu'ils utilisent pour diffuser leur message, certes sous forme de propagande. Certaines des raisons de la sécession sont énumérées dans l'un de ces documents. Je dirais que les premières raisons sont raisonnables, tandis que les autres tombent au minimum dans le sectarisme politique, et au pire dans la xénophobie et les théories du complot radical. Toi et moi avons exploré tout, des drapeaux aux frontières, en étudiant les pays qui ont façonné le monde. Mais étudier ces pays, c'est une chose. Faire fructifier ton argent dans ces pays, c'en est une autre. Donc, si tu penses à investir, démystifions ces idées reçues avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement tes économies. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain subit de fortes chutes chaque année, et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses et émotionnelles. Mythe numéro 2.
Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas faits pour les investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen des investissements alternatifs de détail a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagner un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et diversifier votre risque. Les prêts sur Mintos sont offerts à un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Maintenant que je me rends compte que je veux gagner de l'argent, mais sans tout le stress, je choisis un revenu fixe. Et toi, commence à investir dès aujourd'hui avec Mintos. Que les frontières des États peuvent être déplacées, en affirmant que la frontière entre l'Oregon et l'État de Washington a été légèrement déplacée en 1958. L'emplacement actuel de la frontière entre l'Oregon et l'Idaho a été décidé par des personnes qui n'avaient jamais visité le nord-ouest du Pacifique avant que la région ne soit colonisée, du moins selon eux. La proposition initiale incluait la majeure partie de l'Oregon et une partie du nord de la Californie. En 2021, 5 comtés de l'est de l'Oregon ont voté pour obliger les autorités du comté à prendre des mesures afin de promouvoir l'ajout de ces comtés à l'Idaho. Et depuis lors, des votes locaux ont eu lieu dans de nombreux comtés de l'est de l'Oregon pour approuver leur rattachement à l'Idaho. En mai 2022, les électeurs des comtés de Douglas et de Joséphine ont rejeté les propositions de rattachement, ce qui a poussé les partisans à revoir à la baisse la portée de la proposition et à présenter une carte moins ambitieuse qui exclut le sud de l'Oregon. Cela a réduit le territoire visé à environ un tiers, excluant également complètement le nord de la Californie. Mais cela semble être une réduction temporaire, car beaucoup de leurs affiches identifient toujours l'annexion de l'Oregon comme la première phase, et celle du nord de la Californie comme la deuxième phase. Et ce qui est surprenant, c'est que les gens votent réellement pour cela. En juin 2023, 12 comtés de l'Oregon avaient approuvé des propositions soumises au vote en faveur du Grand Idaho. Baker, Grant, Harney, Jefferson, Klamath, Lake, Malheur, Morrow, Sherman, Union, Wallowa et Wheeler. Cela fait 12 sur les 15 comtés souhaités. Cependant, par exemple, Wallowa ne l'a approuvé qu'avec une majorité de 7 voix, ce qui montre que ce n'est pas un désir écrasant de tous les habitants. Le comté de Crook, qui d'ailleurs a un nom fantastique, a également prévu son vote pour mai 2024. Les autres comtés de la région désignés par le mouvement comme étant l'Est de l'Oregon n'ont pas encore approuvé la tenue d'un tel vote. En février 2023, le comité des affaires d'État de la Chambre des représentants de l'Idaho a approuvé une résolution autorisant la législature à discuter du déplacement de la frontière de l'État avec les législateurs de l'Oregon, essentiellement, créant une mission diplomatique interétatique pour négocier avec l'Oregon. Un projet de loi similaire a été présenté précisément au Sénat d'État de l'Oregon, mais il est peu probable qu'il progresse. Mais alors, que se passe-t-il si tous ces comtés concernés votent pour la sécession et pour rejoindre l'Idaho ? Eh bien, pour être très réaliste, rien. Même si cela a été approuvé localement par les électeurs via des référendums, il faudra encore l'approbation des 2 législatures d'État et du Congrès. Il est très peu probable que l'Oregon approuve jamais cela. Je veux dire, quel État voudrait perdre plus de la moitié de son territoire ? Même si cela devient un sujet clé dans les disputes électorales au niveau de l'État, comme pour le Sénat de l'État ou l'élection du gouverneur, le mouvement sera stoppé, exactement pour la même raison qu'il a été créé à l'origine. Il représente une minorité des électeurs au sein de leur État. De plus, personne n'est vraiment certain que l'Idaho lui-même veuille cela et accepterait même le territoire. Bien sûr, ils ont approuvé un projet de loi pour en discuter, mais l'approuver entièrement, c'est une toute autre histoire. Et même si l'Oregon devenait soudainement incroyablement généreux et approuvait cela localement, la question irait au Congrès, d'abord à la Chambre des représentants, puis au Sénat, si jamais cela arrivait jusque-là. Il est peu probable que cela soit jamais approuvé non plus, principalement parce que cela créerait un précédent d'instabilité des frontières dans tout le pays. Soudainement, toutes les minorités politiques à l'intérieur des États essaieraient de faire la même chose, de rejoindre un État voisin ou de devenir un nouvel État à part entière. Ce serait le chaos total. Mais passons un instant à l'hypothèse, et imaginons que cela puisse réellement arriver. Si ces 15 comtés de l'Est de l'Oregon rejoignent l'Idaho, quel serait l'impact pour cet État ? Cela ajouterait 158 000 km² à l'Idaho, soit une augmentation de plus de 70% de sa taille actuelle. Il fait actuellement 216 000 km². Cela le porterait à 374 000 km². L'Idaho passerait ainsi du 14e plus grand État au 5e, juste derrière le Montana, son voisin,
et dépasserait le Nouveau-Mexique. Ce serait assez drôle si tout cela était secrètement motivé par un complexe d'infériorité envers le Montana. En termes de population, l'Idaho compte actuellement 1,9 million d'habitants. Avec l'ajout de ces 15 comtés, ils atteindraient environ 2,2 millions, ajoutant 300 000 personnes de plus. Cela le ferait passer du 39e État, le plus peuplé, au 37e, ne dépassant que le Nebraska et le Nouveau-Mexique. Ce qui nous montre à quel point la densité de population est faible dans l'immense territoire de ces comtés de l'Oregon. D'un autre côté, l'Oregon perdrait les mêmes 158 000 km² et 300 000 habitants. L'Oregon est actuellement le 9e plus grand État, plus grand que je ne le pensais, mais avec une nouvelle superficie de seulement 96 000 km². Il passerait au 38e rang. Avec 300 000 personnes en moins, leur population passerait de 4,2 à 3,9 millions, descendant simplement du 27e au 28e rang en termes de population, et changeant sa place avec l'Oklahoma. La capitale de ce nouveau grand Idaho resterait probablement à Boise, ce qui la rendrait en fait plus équidistante et plus centrale qu'elle ne l'est actuellement. Politiquement, cela rendrait l'Idaho encore plus conservateur, même si le nombre de voix que cela apporterait ne serait pas si pertinent. Et si une plus grande partie de l'Oregon et du nord de la Californie rejoignait également cette fameuse phase 2, l'impact serait encore plus important, faisant du Grand Idaho un État avec un accès au Pacifique et probablement l'un des États les plus importants de l'Union. Donc, voilà ce qu'est le mouvement du Grand Idaho, pourquoi il existe, comment il s'est développé, et quelles pourraient en être les conséquences. Qu'en pensez-vous? Ces comtés devraient-ils être autorisés à quitter l'Oregon et à rejoindre l'Idaho? Pensez-vous que l'idée d'un Grand Idaho est bonne, et voudriez-vous que le nord de la Californie rejoigne aussi? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines, et je vous retrouve la prochaine fois pour encore plus de culture générale.